La décision a été rendue dans l'après-midi par la Cour de cassation. Dans quelques minutes, les portes de la prison vont s'ouvrir sur une détenue pourtant condamnée à 20 ans de réclusion criminelle. Une mère que la justice avait reconnue infanticide, rendue soudain à la liberté. S'il vous plaît. Montez juste sur le trottoir, s'il vous plaît. Dissimulée sous un vêtement, Cécile Bourgeon. La mère de la petite Fiona, morte à 5 ans sous des coups répétés et dont le corps n'a jamais été retrouvé. Cécile Bourgeon doit sa libération inattendue à une erreur de procédure lors de son procès en appel, en février 2018, devant la cour d'assises de Haute-Loire. Quelques mots oubliés dans la retranscription d'une décision du juge ont suffi à faire annuler sa condamnation à 20 ans de prison. Insupportable pour Nicolas Chafoulet, le père de la petite Fiona. Il s'était séparé de la mère de l'enfant quelques mois avant les faits et attend depuis 6 ans que justice soit rendue à sa fille. Je pense qu'en Auvergne, ils ont été dépassés par l'ampleur du procès, des 2 procès qu'il y a eu. Je pense que... Après, c'est mon opinion, je pense qu'ils n'étaient pas prêts à juger ça. Enfin, de toute façon, on en a eu la preuve. Ça a été boulette sur boulette. Mais le problème, c'est les gens qui le vivent, c'est la vie de quelqu'un. Mais ça, je vous dis, pour eux, c'est que leur boulot. Comment la justice peut-elle commettre des erreurs si graves qu'elles conduisent à relâcher des condamnés aux plus lourdes peines? Cécile Bourgeon n'est pas un cas isolé. Sous pression, confrontée à un manque de moyens, magistrats et greffiers font régulièrement des erreurs. Et libèrent un condamné pour viol, un mis en examen pour meurtre, un djihadiste présumé. Faute de frappe, erreur d'inattention, vice de procédure. Comment se produisent ces dysfonctionnements qui réduisent à néant des années d'enquête, qui condamnent des familles à revivre des procès éprouvants? Pour ces victimes, comment continuer de croire en une justice qui a failli? L'affaire Fiona a commencé un dimanche de mai 2013. À l'ombre des arbres du parc Montjusé, à Clermont-Ferrand. Par l'appel désespéré d'une jeune mère de 25 ans. N'importe qui voit Fiona, n'importe qui a Fiona, ben voilà, qui nous la ramène. Qui nous la ramène, c'est tout. Tous ceux qui peuvent nous aider, c'est vraiment un appel au secours. Cécile Bourgeon, enceinte, raconte à la police que sa petite fille, Fiona, 5 ans, a disparu alors qu'elle jouait dans le parc. Mais Cécile Bourgeon ment. En septembre 2013, elle est arrêtée avec son compagnon, le beau-père de Fiona. Le couple passe aux aveux. Fiona est morte dans l'appartement familial, après des violences répétées. Qui a tué la petite fille? Sa mère et son beau-père, tous les 2 toxicomanes, se renvoient la responsabilité et disent avoir oublié où ils ont caché son corps. Lors d'un premier procès en 2016, seul le beau-père de Fiona est reconnu coupable d'avoir battu à mort la fillette. C'est lors de l'appel, 2 ans plus tard,
que va être commise l'erreur de procédure favorable à Cécile Bourgeon. Ce nouveau procès s'ouvre en janvier 2018 au Puy-en-Velay, dans une ambiance délétère. Pour le père de Fiona, c'est la dernière chance de connaître la vérité sur la mort de sa fille. Bien, l'audience est ouverte, vous pouvez vous asseoir. Ça a été 15 jours extrêmement rudes. 15 jours de procès comme on n'en voit jamais en réalité. C'est-à-dire qu'il y a eu des échanges extrêmement vifs entre les parties. On était là sur quelque chose qui dérapait en fait. Après quelques jours de débat, c'est le procès lui-même qui est remis en question. La journée du jeudi s'est extrêmement mal passée pour Cécile Bourgeon. Et elle a été acculée à plusieurs reprises sur des éléments de fond du dossier qui l'accablaient. Et le vendredi, il y a eu des accusations très graves qui ont été portées à l'encontre du président. Des accusations de partialité. Les avocats de Cécile Bourgeon reprochent au juge qui préside la cour d'assises d'avoir bu un verre avec les avocats de la partie adverse, un soir après l'audience, dans cette brasserie. Le président et les avocats présents assurent ne pas avoir évoqué le procès en cours. Mais pour la défense de Cécile Bourgeon, le doute est semé. La mère de Fiona s'estime déjà malmenée par des journées d'audience qu'elle juge interminables. Elle refuse de continuer à comparaître. Ses avocats sollicitent alors officiellement le renvoi du procès à une date ultérieure. Nous demandons à la cour d'assises de prendre ses responsabilités, de constater qu'il y a des événements anormaux qui ont eu lieu et d'en tirer les conséquences pour que la justice puisse passer sereinement. Cécile Bourgeon, tout comme n'importe quel accusé, a droit à un procès équitable. Nous ne demandons ni plus ni moins. Le jour même, l'audience est suspendue. Le procès va-t-il s'arrêter ? Après une vingtaine de minutes, le président annonce finalement qu'il refuse la demande de renvoi et que le procès doit se poursuivre. C'est à cet instant qu'est commise l'erreur de procédure. Les audiences sont retranscrites au fur et à mesure dans un document officiel, le procès-verbal des débats. Il y est bien indiqué que le président rejette la demande de renvoi. Mais pas pour quel motif, comme l'exige la procédure. À la place, un blanc. Pourtant, selon l'avocate du père de Fiona, le juge a bel et bien donné lors de l'audience les motifs de sa décision. La motivation qui a été dite oralement n'a pas été reprise par écrit dans l'arrêt refusant le renvoi. Et ça, c'est la responsabilité de qui ? C'est la responsabilité des rédacteurs en fait, du procès-verbal des débats, que sont le président et la greffière. La mère de Fiona a donc été libérée pour un simple oubli dans un procès-verbal. Ni le président de la cour d'assises, ni la procureure générale de la cour d'appel d'Auvergne n'ont souhaité s'exprimer. Aux yeux de la justice, Cécile Bourgeon est donc de nouveau présumée innocente. Elle vit libre, quelque part en France. Elle a refusé de nous répondre. Comment vous vivez cette libération de Cécile Bourgeon ? Moi, comment je le vis ? Mal. De toute façon, bon, elle n'a rien à faire dehors, mais... Après, ça, c'est pas moi qui décide. Elle tue ma fille, et elle se promène. J'ai reconstruit une vie, moi, après. On fait quoi ? On attend tranquille qu'elle vienne ? Nicolas Chafoulé a la garde exclusive d'Eva, la deuxième fille qu'il a eue avec Cécile Bourgeon. Si demain elle décide de venir pour ma fille à l'école, enfin, il y a un problème. Un choc émotionnel pour ma fille, déjà, ça sera terrible. Et moi, si je la vois devant l'école, ça va être compliqué à gérer.
Personne ne peut comprendre qu'une erreur formelle puisse entraîner la cassation d'une décision prise collégialement au terme de débats extrêmement longs, extrêmement poussés. C'est quelque chose qui est intellectuellement absurde. Ce qui peut apparaître dans l'esprit de certains comme un épiphénomène, en réalité, est une violation grave des droits de Cécile Bourgeon, mais à travers Cécile Bourgeon, ce sont tous nos concitoyens, tous les justiciables qui sont protégés. La mère de Fiona devrait donc être rejugée d'ici la fin de l'année. Son procès sera délocalisé à Lyon. Pour Nicolas Chafoulet, ce sont plusieurs mois encore à vivre en suspens, avant que de nouveaux magistrats rouvrent le dossier Fiona. Le prochain procès, il faudra qu'il montre de quoi ils sont capables, vraiment. Mais non, là, on n'est pas dans une affaire de... Là, c'est pas du shit ou du cambriolage ou des conneries dans ce genre. Là, c'est quand même... Derrière, là, il y a la mort d'une petite fille, de Fiona. Donc, qu'est-ce qu'ils font, en fait? Qu'est-ce qu'ils font? Alors, ils sont tranquilles, hein, le soir, ils rentrent chez eux, ils ont leurs enfants, leur vie rentre dans l'ordre, normal. Mais la réalité des faits, c'est que derrière, il y a la vie d'autres personnes. Vous avez l'impression de ne pas beaucoup compter, vous, les parties civiles? Les parties civiles, vous êtes rien. Dans les dossiers comme ça, vous êtes rien du tout. Vous êtes juste bon à vous faire mâcher, en fait. Ils vous mâchent, ils vous brisent, ils vous cassent. Vous vous êtes senti trahi par la justice? C'est pas moi qui suis trahi par la justice. C'est ma fille. C'est Fiona. La plupart des détenus libérés à la suite d'une erreur de procédure le sont avant même d'avoir été jugés. Alors qu'ils avaient été placés en détention provisoire dans l'attente de leur procès. Pour ne pas qu'ils récidivent, pour être sûr qu'ils se présentent à l'audience. Caroline a perdu l'homme qu'elle aimait. Et depuis 2 ans et demi, elle attend que son meurtrier présumé soit jugé. Mais l'accusé a été libéré en avril dernier pour une invraisemblable erreur de date. On vit en colère en permanence, on en devient aigri, on n'a plus espoir en rien et ça peut vite devenir une obsession. J'essaye d'y penser le moins souvent possible parce que sinon ça m'empêche de vivre. Qu'est-ce que vous attendez de la justice aujourd'hui? J'attends qu'elle reconnaisse ses erreurs. Son compagnon a été tué à l'âge de 24 ans. Hugo, c'était quelqu'un de très joyeux, très bien dans sa peau. Voilà, il respirait la joie de vivre. Voilà, ça c'est Hugo, toujours à rire, toujours à faire le clown, à mettre des perruques. Voilà, il était plein de vie. Il était plein de vie. Donc ça faisait 4 ans qu'on était ensemble quand il est décédé. Mais au-delà d'être un copain, c'était quelqu'un qui faisait partie de ma vie depuis des années. Voilà. Là, celle-ci aussi, elle est belle. Hugo a été tué d'un coup de couteau à la sortie d'une boîte de nuit à Lyon en octobre 2016. Après une dispute avec des inconnus. Son meurtrier présumé s'est rendu quelques heures plus tard à la police. Placé en détention provisoire dans l'attente de son procès pour meurtre, il est relâché 1 an et demi après la mort de Hugo. Comment expliquer cette libération imprévue? En France, la détention provisoire est extrêmement réglementée. Après une première année de prison,
elle doit être renouvelée tous les 6 mois, au jour près, par le juge des libertés et de la détention, le JLD. Dans l'affaire de Hugo, la date de l'incarcération du meurtrier présumé a été écrite à la main sur son dossier. C'est ici qu'est survenue l'erreur. Nous avons découvert qu'au cabinet du JLD, le juge ou son greffier a lu 30 octobre 2016 au lieu de 3 octobre. Une erreur de lecture qui a engendré une erreur de calcul. La détention provisoire du meurtrier présumé a expiré avant d'avoir pu être prolongée. Il a donc automatiquement été libéré le 3 avril 2018. Caroline l'a appris par son avocat. J'ai été en état de choc, très mal, sidérée. J'ai tout de suite évidemment demandé quand est-ce qu'il allait être reconvoqué pour être de nouveau emprisonné, puisque honnêtement, ça m'a pas effleuré l'esprit que ça se passe autrement. Et là, mon avocat m'a expliqué que lorsqu'une détention provisoire est levée, tant qu'il n'y a pas de procès, elle ne peut pas être remise. Donc il n'y aurait pas de convocation et que le meurtrier serait libre jusqu'à son procès. Pour tout vous dire, mon premier réflexe a été de dire je m'en vais d'ici, je change de pays. Je voulais déménager, j'avais un dégoût profond pour cette justice en qui je faisais vraiment confiance. Voilà, moi je suis jeune, je crois encore aux institutions, peut-être naïvement. Et là j'ai été réellement dégoûtée, en fait, révoltée. Vraiment révoltée. Il est libre, il a le droit de travailler, il rigole avec ses copains, il est dehors, il peut se promener la journée. J'ai vécu plus de 6 mois à Lyon en sachant qu'il était libre, comme moi, dans la même ville que moi, et que je pouvais le croiser à tout moment. Caroline a déménagé depuis. Elle vit désormais avec la crainte que le meurtrier présumé ne se présente pas à son procès. Un risque dont a aussi conscience l'institution judiciaire. Fait exceptionnel, l'avocat de la famille de Hugo a reçu une lettre d'excuse de la procureure générale de Lyon. Je vous demande de transmettre à vos clients, parents et fiancés de monsieur Hugo l'expression de mes profonds regrets suite au dysfonctionnement judiciaire qui les plonge légitimement dans l'incompréhension et l'assurance de l'engagement de mon parquet général et de moi-même en faveur d'un suivi et d'un traitement priorisé du dossier signé la procureure générale. Voilà, c'est la seule nouvelle qu'on a eue depuis la libération. Et donc c'était en avril ? C'était le 10 avril 2018. Donc sur cette lettre, comme on peut le voir, elle nous dit qu'elle fera tout pour que l'audiencement ait lieu avant la fin de l'année. Et nous sommes en 2019 et nous n'avons toujours pas de date. Sollicitée, la procureure générale de Lyon n'a pas souhaité s'exprimer devant notre caméra. Il y aura bientôt 1 an que le meurtrier présumé de Hugo a été relâché. Là, pendant cette période de liberté qui n'aurait pas dû avoir lieu, il va peut-être avoir un enfant, il va peut-être trouver un CDI, il va peut-être pouvoir ramener un courrier d'un employeur qui va dire que c'est un employé exemplaire. Et du coup, pour la peine, peut-être que ça va influencer les choses, puisqu'on va se dire, alors là, c'est un monsieur quand même qui a un travail, c'est un monsieur qui a un enfant, qui est père de famille. Est-ce que ça va pas plus freiner son insertion de le mettre en prison pour une longue durée, plutôt que si on le met en prison pour une petite durée? C'est totalement injuste, en fait. Ça fausse totalement les choses. Caroline l'ignore, mais depuis qu'il a retrouvé la liberté, le meurtrier présumé de Hugo a en effet commencé une nouvelle vie. À 29 ans, il vient de se marier. Après avoir longuement hésité, il a accepté de nous rencontrer, à condition que nous ne montrions pas son visage. Pour lui aussi, sa libération a été une surprise. J'étais en train de discuter en fait tout simplement avec mon codétenu au moment où sans crier garde en fait le surveillant a ouvert la porte et m'a juste annoncé que j'étais libérable. Et en fait quand il m'a dit ça, j'ai eu peine à y croire.
J'ai dû le lui faire répéter au moins 5 fois pour être sûr qu'il s'agissait bien de moi. Je lui ai demandé même à voir les papiers qu'il avait eus, stipulant que je devais sortir. Parce que pour moi, c'était invraisemblable. C'était invraisemblable. En fait, je ne voyais pas comment j'aurais pu être en mesure de sortir, alors qu'on n'avait fait de notre côté aucune démarche pour ça. J'avais aucunement l'intention de demander à ma libération parce que c'était dans l'ordre des choses, je veux dire. C'était mérité. C'était mérité et je devais y rester jusqu'au procès. Il est toujours mis en examen pour le meurtre de Hugo. Il encourt 30 ans de réclusion criminelle. Est-ce que vous avez eu la tentation de vous enfuir? Non. Non. On m'en a parlé, mais non, jamais ça m'a traversé l'esprit. Je ne vais pas vous cacher que c'est vivre avec une épée de Damoclès au-dessus de la tête. On sait très bien qu'elle va finir par tomber, on ne sait pas quand. Après, je peux simplement vivre dans la crainte de cette épée, de savoir quand est-ce qu'elle va tomber et de ne plus rien faire. Ou alors j'ai l'option de, malgré tout, continuer à essayer de faire le bien autour de moi jusqu'au jour du procès. J'ai repris la vie active pour me réintégrer dans la société, refaire partie de ce dont j'avais été exclu. Et donc j'ai recommencé à travailler tout de suite. J'essaye de m'investir aussi dans des actions de bénévolat pour aider les plus défavorisés. Et on va dire que c'est ma façon à moi de réparer un peu. Le soir du meurtre, le jeune homme portait un couteau avec lequel il est accusé d'avoir tué Hugo. Un homicide volontaire pour la justice, ce qu'il conteste. Oui, je reconnais ce qui s'est passé. Bien sûr que je suis effondré par ce qui s'est passé. Mais dire que je suis un meurtrier, non. Non, parce qu'à aucun moment j'ai voulu enlever une vie, que ce soit la sienne ou celle de n'importe qui. Placé sous contrôle judiciaire, il doit se présenter une fois par semaine au commissariat. Depuis notre tournage, la date de son procès a enfin été fixée. Il aura lieu en octobre prochain, 3 ans après le meurtre de Hugo. Pourquoi l'institution judiciaire n'est-elle pas plus vigilante dans le suivi des détentions provisoires? Est-ce un problème de moyens? Le budget de la justice, pourtant en hausse ces dernières années, reste l'un des plus faibles d'Europe. Est-ce un problème de personnel? Les tribunaux sont surchargés, magistrats et greffiers en sous-effectif chronique. Ce contexte est-il propice à commettre des erreurs? Régulièrement, des détentions provisoires expirent, faute d'avoir été renouvelées dans les temps. Ce sont les juges d'instruction qui sont chargés de veiller sur ces délais. Là, vous aurez le temps de faire ça. Lucie Delaporte fait partie de l'Association française des magistrats instructeurs. Ok. Est-ce que je peux donner une copie du coup à l'avocate? Oui, parce que je pense qu'on n'entendra pas la partie civile là, dans ce dossier. Donc, D'accord. Elle a accepté de nous expliquer comment sont encadrées les détentions provisoires. Dans son cabinet, comme chez de nombreux juges d'instruction, un étonnant tableau métallique, le planning de suivi des incarcérations. Chaque petit carton représente un détenu. Oui, c'est ça. Un détenu dans une procédure. Rouge pour les criminels, rose pour les délinquants. La fiche de chaque détenu est placée à la date où sa détention provisoire expire. Ça peut paraître un peu désuet comme système. Alors, je comprends que ça puisse paraître un peu désuet comme système, mais ça me permet en fait, tous les jours en arrivant au cabinet ou ma greffière, de voir quelles vont être les détentions provisoires du mois que j'envisage ou pas de prolonger. Là, on est en début janvier. Hop, début janvier, on va se saisir de la question de la détention provisoire qui arrive à expiration le mois d'après.
Les juges d'instruction disposent également d'une alerte sur leur ordinateur. Elle s'affiche en rouge 20 jours avant l'expiration de la détention provisoire. Grâce à un logiciel baptisé Cassiopée qui fait la fierté du ministère de la Justice. Il présente pourtant des lacunes. Pour prolonger l'incarcération d'un détenu, la juge d'instruction doit demander au logiciel de générer une demande officielle auprès du JLD. Lucie Delaporte réalise une simulation pour notre tournage. Je vais saisir le juge des libertés et de la détention. Donc ça va être pour un renouvellement de ma détention, prolongation de ma détention provisoire, validé et édité. Là, qu'est-ce qu'on constate? Bon, c'est dommage, on saisit pour la prolongation de la détention provisoire de Monsieur Bidule-Truc. Mais si vous regardez cette première page, vous ne connaissez pas, là, automatiquement, la date du mandat de dépôt. La date du mandat de dépôt, c'est-à-dire de l'incarcération du détenu. Un élément crucial, c'est à partir de cette date précise que tous les délais sont calculés. Ensuite, la demande n'est pas transmise via le logiciel, mais sur une feuille de papier. Donc une fois que j'ai édité mon document indiquant au juge des libertés de la détention que je veux le saisir, je vais mettre le document dans la petite pochette de transmission. Ensuite, je vais lui apporter. Donc là, ni sur le document que vous avez édité, ni sur la pochette, c'est marqué la date du mandat de dépôt. Alors là, je n'ai pas marqué moi-même la date du mandat de dépôt, mais sur la pochette, généralement, je le mentionne. À la main donc. À la main. Un usage qui peut être source d'erreur. C'est exactement ce qui est arrivé dans l'affaire de Hugo. Et dans combien d'autres? Il n'existe pas de statistiques sur ces remises en liberté accidentelles de prévenus. Dans le dossier de Hugo, comme dans celui de Fiona, aucun magistrat ou greffier n'a fait l'objet d'une procédure disciplinaire. La justice ne sanctionne pas les fautes d'inattention, les oublis ou les erreurs de lecture. Seuls les manquements considérés comme délibérés peuvent être punis. Pourtant, certaines erreurs sont si graves qu'elles permettent à des meurtriers présumés d'échapper totalement à la justice et de retrouver la liberté sans jamais être jugés. C'est le cœur lourd que Rachida et Nawel se rendent désormais dans ce petit bois du Beaujolais, où enfant, elles venaient cueillir du muguet. En juin 2016, on y a retrouvé le corps de leur frère, mort à 27 ans. C'est l'endroit maudit. L'endroit maudit où Mohamed est resté enseveli, sous terre à 20 cm. Pendant que nous, on était en train d'errer à des milliers de kilomètres d'ici, à le chercher partout. Lui, il était ici. C'est à 2 pas de chez nous, ici. Leur frère Mohamed a disparu un soir de décembre 2001. Rachida et Nawel l'ont cherché pendant 15 ans, avant d'apprendre qu'il avait été tué. Nous avons retrouvé son meurtrier présumé. Il vit en liberté dans un petit village isolé. Nous avons essayé de lui parler. C'est sa femme qui nous a répondu. Bonjour madame. Oui, bonjour. C'était pourquoi? En fait, moi je suis journaliste à France 2. On cherche monsieur... Si on peut juste lui parler juste 2 minutes, vous voyez? Vous n'avez pas à lui parler? Ça vous regarde pas. Donc vous partez, sinon j'appelle la police. Ok. En partant, nous apercevons le meurtrier présumé sur son perron. Il a avoué avoir tué Mohamed, mais la justice ne peut pas l'inquiéter, car elle a purement et simplement égaré les 3 exemplaires d'un dossier. Comment un tel dysfonctionnement a-t-il pu se produire? Le crime a été découvert en 2016. Après avoir été dénoncé à la police, un père et ses 2 fils reconnaissent que Mohamed est mort dans leur appartement, le soir même de sa disparition en décembre 2001.
au cours d'une dispute à propos d'un Walkman que le jeune homme leur aurait volé. Le père a commencé par mettre un coup de poing à Mohamed, qu'il a assommé. Et dès qu'il l'a vu assommer, il a commencé à l'étrangler. Et ensuite, il a demandé à son fils de lui passer le couteau. Et là, il s'est acharné sur Mohamed. Le père et ses fils dissimulent le corps dans le placard d'une chambre, puis dans la cave de la grand-mère, avant de finalement l'enterrer dans le bois où il a été retrouvé. Seul le père est incarcéré. Il est mis en examen pour meurtre, ses fils pour complicité et recel de cadavres. Ça a été un soulagement, c'est quand ils ont avoué, enfin. On se dit, il y a les meurtriers, le corps est là, c'est parti pour un procès, loin de s'imaginer ce qu'allait nous attendre. En France, à l'époque, les meurtres sont prescrits au bout de 10 ans, si aucun acte de procédure n'est effectué entre-temps. Heureusement, alors qu'elle recherchait Mohamed, sa famille avait obtenu l'ouverture d'une enquête judiciaire. En 2008, où nous avons été écoutés dans ce commissariat de police, où nous avons été dirigés pour porter plainte pour une disparition inquiétante. Et cette disparition est arrivée sur le bureau du procureur qui, lui, a demandé à faire des investigations. Donc, nous avons été entendus, mes parents ont été entendus par un inspecteur de police, ainsi que moi-même. Grâce à cette procédure de 2008, le meurtre de Mohamed n'est donc pas prescrit. Mais au moment des aveux du meurtrier présumé, problème. Personne au palais de justice de Villefranche-sur-Saône ne retrouve ni l'original du dossier, ni ses 2 copies. Une aberration pour l'un des policiers qui a enquêté en 2008 sur la disparition de Mohamed. Je me rappelle avoir auditionné au moins une personne de la famille. Je me rappelle bien d'avoir auditionné un témoin qui a fait que cette procédure est partie à Châlons. Pour les besoins de l'enquête, le dossier original avait en effet été transmis au commissariat de Chalon-sur-Saône. À ce que je sache, moi, il n'y avait que 3 exemplaires de cette procédure. Donc 2 qui ont été envoyés à Châlons et le 3e Qui a dû rester à Villefranche, mais qui a dû être détruite au bout d'un certain temps, je crois que c'est 5 ou 6 ans. Le temps réglementaire de conservation des documents administratifs. Le gros problème, c'est que la copie conforme et l'original est disparu. Ça n'arrive jamais, ça, je ne sais pas. Moi, je ne peux pas vous l'expliquer. Conséquence, la justice déclare le meurtre de Mohamed prescrit. Bonjour, maître. S'il n'y a pas de dossier, il n'y a pas de procès, malgré les aveux. Une décision incompréhensible pour la famille et son avocat. Imaginons un seul instant qu'il y ait une récidive. Il faudra l'assumer, ça. Du côté de la famille Abdelhadi, on sait parfaitement de quoi sont capables ces gens-là. Le dossier le montre aussi. Et l'institution judiciaire le sait. Qu'est-ce qu'on dira aux prochaines victimes? On ne savait pas? Bon. Le parquet général de Lyon n'a pas souhaité s'exprimer non plus sur cette affaire. Justice! Entends-moi! Comment veux-tu qu'on ait confiance en toi, justice? Après la libération de l'accusé, les proches du jeune homme viennent crier leur colère devant le tribunal de Lyon. Si tu veux qu'on ait foi en toi, répare ton injustice, ta responsabilité, ta négligence face à cette perte de dossier incompréhensible. La famille de Mohamed n'est pas résignée. La confiance qu'on avait placée en la justice. Chez ses parents, le temps s'est arrêté le soir où il a disparu. Leur salon est devenu un mausolée à la mémoire du jeune homme. En temps normal, plus personne ne s'y assoit. On prend jamais le temps de se réunir comme ça entre nous, parce que ça nous rappelle ces moments où Mohamed était présent avec nous et on essaye de les éviter. C'est trop difficile pour nous d'être tous réunis comme ça parce qu'on a ce manque, il y a quelqu'un qui manque.
En dernier recours, la famille de Mohamed a saisi la Cour de cassation. La justice lance quand même un message aujourd'hui, du moment que vous avez bien caché le corps dans les délais impartis, vous ne serez pas inquiété, parce que vous avez trop bien caché. Non, moi, je ne comprends pas cette prescription. Au nom de quoi? Au nom du temps qui s'est écoulé? Pour eux, les meurtriers, ils ont eu ça sur la conscience pendant 15 ans, alors ils ont payé leurs dettes? Non. L'acte, il a existé, donc la condamnation, elle doit l'être. C'est aussi simple que ça. La Cour de cassation a le pouvoir de lever la prescription et d'ordonner un procès. Si elle refuse, la famille pourra poursuivre l'État pour déni de justice. Mais l'homme qui a avoué avoir tué Mohamed restera lui à jamais en liberté.